J'ai trouvé ma fille couverte de bleu, luttant pour respirer. Elle a murmuré, « Tes parents. Ils ont dit que je ne fais pas partie de la vraie famille. » J'ai appelé mon oncle et j'ai dit, « C'est le moment. Utilise ce pouvoir que grand-père nous a donné. » J'ai trouvé ma fille sur le sol de la chambre d'amis, son inhalateur juste hors de portée et une ecchymose déjà visible sous son œil gauche. Elle était recroquevillée à moitié sous le rebord de la fenêtre, dans la pièce que ma mère appelait encore la chambre bleue, même si le papier peint avait été arraché il y a des années. La lampe de chevet était allumée. La porte de la salle de bain était ouverte et, sur le tapis à côté d'elle, le cadre en argent de notre dernière photo de Noël était fissuré en plein milieu du visage de ma fille. Elle essayait si fort de ne pas pleurer que sa respiration en était aggravée. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai tendu la main vers l'inhalateur. Ses doigts ont saisi mon poignet avant que je ne puisse l'utiliser. Elle a chuchoté, « Maman. » Puis, elle a regardé vers le couloir, vers les voix en bas, et elle a dit, « Tes parents ont dit que mon sang est celui d'une étrangère. » Si vous avez déjà entendu quelqu'un que vous aimez répéter une phrase qui n'aurait jamais dû être prononcée devant elle, alors vous savez comment une pièce peut changer en une seconde. Abonnez-vous et restez avec moi un instant, car j'ai cru qu'elle avait mal compris. Puis, j'ai regardé le cadre photo fissuré sur le tapis et j'ai su qu'elle n'avait pas mal compris. J'ai mis l'inhalateur dans sa main. J'ai compté avec elle pendant qu'elle respirait, puis une autre fois. Ses cheveux étaient collés, humides, contre son front. Il y avait du mascara sous un œil parce qu'elle m'avait supplié de la laisser en mettre un peu pour le dîner de famille et j'avais dit oui, parce qu'elle avait 14 ans et voulait se sentir plus âgée. Et parce que j'étais encore assez stupide pour penser que cette maison pourrait nous abriter en toute sécurité une nuit de plus. En bas, j'entendais ma mère rire. Pas fort, juste le rire doux et discret qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde croie que rien de désagréable ne s'était passé. Il y avait encore des voix dans la salle à manger, des fourchettes, de la glace dans les verres, mon père disant quelque chose à propos de l'héritage. Ce mot, héritage. Il en avait parlé toute la soirée. Le nom de famille, la lignée familiale, le vieux portrait au-dessus de la cheminée avec tous les hommes morts en costume sombre et toutes les femmes en perles se tenant un pas derrière eux. Ma fille avait été silencieuse pendant le dîner. Trop silencieuse. Je pensais qu'elle était fatiguée. Je pensais qu'elle était gênée parce que ma mère la présentait toujours comme « notre petite fille », techniquement. Avec cette petite pause avant le dernier mot. Je ne l'ai pas arrêtée. C'est la partie qui vit en moi comme une tâche. J'ai continué à minimiser. Je me suis répété qu'ils étaient vieux, qu'ils ne pensaient pas les choses de la manière dont elles sonnaient, que maintenir la paix était plus important que de faire une scène. Puis, j'ai trouvé ma fille sur le sol, essayant de respirer dans une pièce avec un cadre photo cassé et la chevalière de mon père posée sur la table de chevet, où il avait dû la laisser avant de partir. Ma fille m'a regardé. Sa voix était si faible que je l'ai presque manqué. Elle a dit, « Grand-mère a dit que je n'étais pas de la vraie famille. » Puis, après une seconde, parce que les enfants racontent toujours le pire en dernier, elle a chuchoté, et grand-père a dit que le sang se souvient. J'ai regardé l'embrasure de la porte, la bande de lumière jaune du couloir, la photographie fissurée sur le sol, le visage de ma fille fendu par le verre brisé, le mien encore intact. Puis, j'ai fouillé dans mon sac à main pour prendre mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne que je pouvais appeler, mon oncle Daniel, la seule personne de cette famille à qui mon grand-père avait jamais confié le pouvoir, à part moi. Quand il a répondu, je n'ai pas dit bonjour. J'ai dit, il est temps. Puis, j'ai regardé ma fille, qui essayait toujours de respirer dans cette pièce, et j'ai dit, utilise ce que grand-père nous a laissé. Je dois dire ceci avant de vous raconter le reste. Ce qui s'est passé cette nuit-là est vrai. Quelques détails sont adoucis, car il y a encore des gens vivants qui ne méritent pas que chaque aspect de leur vie privée soit traîné dans la lumière. Et certaines pièces se brouillent maintenant, car la douleur fait cela. J'utilise parfois l'IA pour m'aider à maintenir la chronologie en place lorsque je raconte cela à voix haute, mais rien de tout cela ne change ce qu'ils ont dit à ma fille. Rien de tout cela ne change le son de sa respiration sur ce tapis. Si vous avez déjà passé des années à traduire la cruauté en quelque chose de plus facile à supporter, abonnez-vous et restez avec moi, car j'ai fait cela beaucoup trop longtemps. Ma famille avait toujours parlé du sang comme d'autres familles parlent de l'argent, discrètement, constamment, comme si cela expliquait tout. J'étais la fille aînée, la difficile, non pas parce que je causais des problèmes, mais parce que j'ai épousé Evan. Evan était gentil, patient et issu d'une mauvaise famille selon mes parents.
Mauvaise église, mauvais quartier, mauvais nom de famille. Mon père lui a serré la main à notre mariage comme s'il signait pour un colis qu'il n'avait pas commandé. Ma mère souriait sur toutes les photographies et pleurait dans la salle de bain entre les plats, car elle disait qu'elle pleurait ce qui aurait pu être. Je les ai quand même invités à tout après cela. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque récital scolaire. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y aurait un dîner, une fête, une année où ils cesseraient enfin de mesurer mon mari et ma fille à la version de notre famille qu'ils pensaient que nous avions ruinée. Au lieu de cela, ils ont appris à mieux le cacher. Ma fille Lily est née avec les yeux de mon père. Tout le monde le disait. Gris, bleu et sérieux. Bébé, cela semblait la sauver. Ma mère la tenait. Mon père la faisait rebondir sur son genou. Il y a des photographies de nous tous pendant ces premières années qui semblent encore normales, si vous ne savez pas où chercher. Puis Lily a grandi, assez grande pour remarquer des choses, assez grande pour comprendre que mes parents encadraient toujours les photos de famille différemment quand elle quittait la pièce. Le grand portrait dans le hall d'entrée montrait tous les petits-enfants en rang sous l'escalier. Les garçons de mon frère au centre, la fille de ma sœur à côté d'eux, Lily au bord. Chaque année un peu plus loin. Quand elle a eu 13 ans, la moitié de son épaule était cachée derrière le cadre. Je l'ai remarqué une fois à Thanksgiving, alors que je portais des plats à tarte dans la salle à manger. Je me suis arrêté et je l'ai regardé fixement. Ma mère est venue derrière moi et a dit, « Le cadre est petit. Il faut bien que quelqu'un soit près du bord. » Puis, elle a décroché le tableau du mur et l'a déplacé sur la table d'appoint sous la lampe, comme si elle avait résolu quelque chose. Je l'ai laissé faire. C'est la partie que je déteste. Je l'ai toujours laissé faire. Il y avait d'autres choses. Les marque-places à Noël, les petits bracelets en argent que ma mère donnait à toutes les petites filles, sauf à Lily, car elle disait qu'elle attendait qu'elle soit plus âgée. La façon dont mon père disait, les enfants de la famille, puis énumérait les noms et oubliait le sien, puis riait, puis disait, oh, bien sûr, Lily aussi. Comme si elle lui avait simplement échappé. Une fois, quand Lily avait 11 ans, elle est venue dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle et m'a demandé pourquoi grand-père ne mettait jamais sa photo dans son bureau. Je lui ai dit qu'il était démodé. Je lui ai dit qu'il l'aimait à sa manière. Je lui ai dit toutes les choses que les filles disent à leurs enfants quand elles essaient encore de protéger les personnes qui les blessent. Le pire, c'est que je me suis cru. Je pensais que si je pouvais juste les garder tous ensemble assez longtemps, l'amour finirait par l'emporter par épuisement. Je pensais que la patience était la même chose que la sécurité. Il y a quelques années, notre femme de ménage Elena m'a dit quelque chose pendant qu'elle époussetait la bibliothèque. Elle a soulevé l'une des photos de famille encadrées. Le visage de Lily était légèrement tourné de l'appareil photo, car elle me regardait. Elena l'a regardé, puis a regardé le mur où toutes les autres photos de petits-enfants étaient accrochées, et elle a demandé très doucement, « Pourquoi votre mère met-elle toujours celle-ci plus bas ?» J'ai ri. J'ai vraiment ri. J'ai dit, « Oh, elle ne veut rien dire par là. » Elena n'a pas répondu. Elle m'a juste tendu la photo et maintenant, des années plus tard, tout ce à quoi je peux penser, c'est qu'une femme qui avait travaillé dans cette maison pendant 6 mois a vu ce que je n'ai pas pu admettre en 14 ans. Au moment où j'ai réussi à faire respirer Lily à nouveau dans la chambre bleue, je savais déjà que cela n'avait pas commencé cette nuit-là. Cette ecchymose sous son œil, ce cadre fissuré, ces mots. C'était juste la première fois que le poison cessait enfin de se faire passer pour un médicament. Oncle Daniel nous a rencontrés sur le parking derrière l'ancien bâtiment de la banque, en centre-ville. Il était plus de 22 heures. Lily dormait sur la banquette arrière, son inhalateur sur les genoux et une main toujours recroquevillée autour de la manche de mon manteau, comme si elle craignait que je disparaisse si elle lâchait prise. La banque était fermée depuis des années. Mon grand-père l'avait achetée dans les années 1980, car il disait qu'un homme devait posséder au moins un bâtiment où personne ne pourrait lui dire de partir. Le rez-de-chaussée était vide maintenant, à part la poussière et une horloge cassée derrière le comptoir du guichet. Mais les bureaux à l'étage appartenaient toujours au trust familial. Daniel attendait sous la lumière de l'escalier, son manteau sur le dos et le dossier en cuir sous le bras. Il m'a regardé une fois, puis Lily endormie dans la voiture, puis de nouveau moi, et tout son visage a changé. Il a dit, « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Je lui ai dit. Pas tout. Juste l'essentiel. L'ecchymose, le cadre fissuré, les mots, son sang et celui d'une étrangère. Il a fermé les yeux une seconde.
Puis il a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu personne de ma famille prononcer à voix haute. Il a dit, je savais qu'il finirait par lui faire ça aussi. Cela n'aurait pas dû me choquer, mais ça l'a fait. Parce qu'une partie de moi avait encore vécu dans le mensonge que si j'avalais assez, peut-être que Lily serait épargnée. Daniel a déverrouillé le bureau de l'étage avec une vieille clé en laiton. La pièce sentait le cèdre et le papier et la faible odeur rance des cigares que mon grand-père fumait quand il pensait que personne ne le savait. Il y avait encore des portraits de famille sur le mur. Mon père a 30 ans. Mon oncle dans son uniforme de marine. Mon grand-père avec la même chevalière que mon père portait maintenant, debout derrière le grand bureau en noyer comme si toute la pièce lui appartenait. Peut-être l'avait-elle toujours été. Daniel posa le dossier. Puis il en sortit un autre du tiroir du bas du bureau. Plus ancien. Gris. L'écriture de mon grand-père sur le devant. Pour Hélène et Daniel si nécessaire. Mon nom. Pas celui de mon père, pas celui de mon frère. Le mien. Je le fixai une longue seconde. Puis Daniel me tendit une lettre. Le papier était épais, de couleur crème. Le même papier que mon grand-père utilisait pour tout ce qui était important. J'avais oublié ça. Le testament, les chèques d'anniversaire, le mot qu'il avait laissé dans ma boîte à lunch une fois, quand j'avais 10 ans et que j'avais pleuré parce que l'autre fille avait dit que mes cheveux avaient l'air sauvages. Il ne disait jamais grand-chose à voix haute, mais il écrivait les choses. La lettre commençait, si vous lisez ceci, c'est qu'ils ont enfin dit ce qu'ils pensaient tout bas, là où un enfant pouvait l'entendre. J'ai dû m'arrêter. Mes mains tremblaient. Daniel a détourné le regard pendant que je lisais. Votre père confond héritage et propriété. Votre mère confond silence et loyauté. Aucun des deux ne comprend qu'une lignée familiale ne se préserve pas en excluant des gens. Aucun de mes petits-enfants ne doit être qualifié de moins réel en raison de son sang, de sa race, de son nom, de sa religion, de son mariage ou de son apparence. Si un membre de cette famille le fait, il perd immédiatement toute autorité au sein du trust. J'ai levé les yeux. Daniel a hoché la tête une fois. Il a dit, il y a une clause. Il y en avait une. Enfouie dans les documents du trust, sous « autorité cérémonielle » et « droit de propriété familiale ». Mes parents contrôlaient la maison familiale après la mort de mon grand-père. Le fonds de vacances, le trust commémoratif, les bourses au nom de la famille, tout. Jusqu'à présent. S'ils utilisaient un langage de lignée sanguine pour exclure un descendant légal, le contrôle était immédiatement transféré aux héritiers secondaires. Moi et Daniel. Je suis resté assise dans ce bureau, avec la vieille horloge qui tic-tac en bas, et ma fille endormie un étage en dessous, et j'ai réalisé que mon grand-père savait exactement qui était son fils. Peut-être pas d'un coup. Peut-être pas pendant des années, mais finalement. Assez pour lui laisser une trappe. Daniel a glissé un autre papier sur le bureau, un avis formel. Nous n'avions plus qu'à signer. Demain matin, nous pourrions retirer mes parents du contrôle du trust, de la maison, de la fondation familiale, de tout. J'ai regardé le stylo, puis la lettre de mon grand-père à nouveau. Il y avait une dernière ligne en bas, protège l'enfant, pas l'histoire. Et soudain, j'ai commencé à pleurer. Pas fort, juste un de ces affreux pleurs silencieux où la poitrine fait plus mal que le visage. Parce que j'avais passé 14 ans à protéger l'histoire. Que nous étions toujours une famille. Que mes parents voulaient bien faire. Que Lily devait être patiente. Que si nous restions assez doux, assez polis et assez reconnaissants, finalement nous serions acceptés. Pendant ce temps, ma fille était à l'étage dans leur maison, essayant de respirer autour des mots qu'ils avaient mis en elle. Daniel a attendu que je puisse parler à nouveau. Puis il a dit très doucement, « Tu n'as plus besoin de demander la permission. » J'ai signé mon nom, puis il a signé le sien. Et comme ça, mes parents ont cessé d'être les personnes en charge. Si des grands-parents disent à un enfant qu'elle n'est pas de la vraie famille, puis pleurent quand ils perdent le pouvoir qui venait avec ce nom de famille, comment appelleriez-vous ça? Ignorance? Cruauté? Ou quelque chose de pire? Parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Abonnez-vous et restez avec moi, car l'après-midi suivant, nous sommes retournés dans cette maison, nous nous sommes assis à leur table de salle à manger et nous les avons fait lire la lettre de grand-père à voix haute. L'après-midi suivant, la salle à manger était exactement la même. C'était la partie la plus étrange.
Même longue table. Même vaisselle en argent. Même fleurs que ma mère coupait toujours trop court, de sorte qu'elles disparaissaient dans le vase. La pièce sentait légèrement l'huile de citron et le jambon, car elle avait préparé un de ces déjeuners du dimanche qu'elle faisait toujours quand elle voulait faire semblant que nous étions encore le genre de famille qui se rassemblait autour d'une table et s'appartenait. Mon père était en bout de table. Ma mère était à côté de lui. Mon frère et sa femme étaient là. Ma sœur. 2 cousins. Elena de la cuisine se déplaçant tranquillement entre les pièces, comme elle le faisait toujours quand la maison devenait tendue. Et Lily. Lily était assise à côté de moi, les 2 mains croisées sur les genoux et son inhalateur glissé dans la poche de son pull. Elle avait une petite échymose jaune sous l'œil. Ma mère continuait à ne pas la regarder. Daniel est entré en dernier. Il portait le dossier gris sous le bras. Personne ne s'est levé quand il est entré, mais tout le monde est devenu plus silencieux. Mon père l'a regardé et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel n'a pas répondu. Il s'est avancé vers la table. Il a posé le dossier à côté des marque-places. Ma mère en avait fait un pour tout le monde. Papier crème épais avec écriture dorée. Il y en avait un pour Lily. Lily-Anne Mercé. Le nom complet. Pas de pause. Pas de « techniquement ». Juste son nom. Je l'ai regardé une seconde de trop. Puis j'ai réalisé que Daniel les avait fait lui-même. Ma mère m'a vu le remarquer. Son visage a changé. Juste un peu. Comme si elle avait soudainement compris qu'elle n'arrangeait plus la pièce. Mon père a dit « Daniel ». Ce ton d'avertissement. Celui qui faisait autrefois que tout le monde se tenait plus droit quand nous étions enfants. Daniel l'a ignoré. Il a sorti la lettre de mon grand-père. Puis il l'a fait glisser sur la table polie vers mon père. La pièce est devenue complètement immobile. Même Elena s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, la cuillère de service à la main. Mon père a regardé le papier, puis Daniel, puis moi. Il a dit « Qu'est-ce que c'est censé être ?» Et pour la première fois de ma vie, je ne lui ai pas répondu rapidement. Je l'ai laissé s'installer dans le silence qu'il avait construit pour tous les autres. Puis j'ai dit « Lila ». Ma mère a regardé entre nous. Puis elle a attrapé le papier en premier. Mon père lui a attrapé le poignet. Pas fort. Juste assez. Il a dit « Non ». C'était ça. Ce petit mot l'est encore une fois. Celui que les gens utilisent quand ils connaissent déjà la vérité au fond des choses. Ma mère a quand même retiré sa main. Puis Daniel a dit très doucement « Si tu ne la lis pas, je le ferai ». Alors, mon père a déplié la lettre. J'ai regardé ses mains. Il portait toujours la chevalière de mon grand-père, celle qu'il avait portée toute sa vie comme si elle prouvait quelque chose. Sa voix était plate quand il a commencé « Si vous lisez ceci, c'est qu'ils ont enfin dit tout haut ce qu'ils pensaient tout bas, là où un enfant pouvait l'entendre. » La pièce a changé. On pouvait le sentir. Ma sœur a baissé les yeux. La femme de mon frère a cessé de faire semblant de beurrer son petit pain. Elena s'est complètement retournée dans l'embrasure de la porte. Mon père a continué à lire « Votre père confond héritage et propriété. Votre mère confond silence et loyauté. Ni l'un ni l'autre ne comprennent qu'une lignée familiale se préserve par ceux qui sont aimés en son sein, et non par ceux qui en sont exclus. » Ma mère a alors fait un son, petit, comme un verre qui se brise dans une autre pièce. Mon père s'est arrêté. Daniel a dit « Continue à lire. » Mon père a levé les yeux. Son visage était devenu rouge jusqu'au col. Puis il a lu la dernière partie, « Aucun de mes petits-enfants ne doit être qualifié de moins réel en raison de son sang, de sa race, de son nom, de sa religion, de son mariage ou de son apparence. » Sa voix s'est brisée sur le mot « petit enfant ». Tout membre de la famille qui agit ainsi perd immédiatement toute autorité. Personne n'a bougé. Lily fixait ses mains. Je pouvais la voir respirer trop vite à nouveau. Alors, j'ai tendu la main sous la table et j'ai pris une de ses mains. Elle s'est accrochée si fort que ça faisait mal. Puis ma mère a regardé Lily, l'a vraiment regardée, et a dit « Nous ne voulions pas dire ça de cette façon. » Lily a levé les yeux. Puis elle a dit la chose la plus douloureuse que j'ai jamais entendue de ma vie. Elle a dit « Alors pourquoi ne l'avez-vous dit que lorsque vous pensiez que ma mère n'était pas là ?» La pièce est redevenue silencieuse.
Parce que les enfants font ça. Ils traversent le langage prudent et posent leurs mains directement sur la vérité. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le bois. Il a dit, c'est absurde. Nous avons tout fait pour cette famille. Daniel s'est levé aussi. Il a glissé les papiers du trust sur la table à côté de la lettre. Puis il a dit, plus maintenant. Ma mère a fixé les documents, puis moi, puis Lily, et soudain elle s'est mise à pleurer. Pas des pleurs gracieux, pas les petites larmes contrôlées qu'elle utilisait aux enterrements. Elle s'est penchée en avant sur sa chaise et a couvert sa bouche de ses deux mains. Elle a dit, je ne pensais pas qu'elle savait. Elle, encore. Pas Lily, pas ta petite fille. Elle. Et à ce moment-là, j'ai enfin compris quelque chose. Ma mère avait toujours su exactement ce qu'il faisait. Elle avait juste pensé que ma fille resterait assez silencieuse pour qu'il puisse continuer à le faire. Je n'ai pas ramené Lily à cette maison après le déjeuner. Nous sommes allés directement au bureau de Daniel. Lily était assise sur la banquette arrière, le front contre la fenêtre et la photographie fissurée sur les genoux. Je l'avais ramassée dans la chambre bleue avant de partir. Le verre avait disparu. Le cadre en argent était tordu à un coin. Sur la photo, nous étions tous debout devant la cheminée le Noël précédent. Mes parents au milieu. Les enfants de mon frère juste à côté d'eux. Moi et Lily au bord. Et la fissure traversait exactement le visage de Lily. J'avais regardé cette photographie pendant des années et j'avais pensé qu'elle prouvait que nous y appartenions toujours. Maintenant, tout ce que je pouvais voir, c'était à quel point il l'avait fait se tenir loin du centre. Le bureau de Daniel était calme. Lily s'est recroquevillée sur le petit canapé en cuir avec une couverture de l'arrière-salle et s'est endormie presque immédiatement. Elle avait l'air plus jeune endormie. Pas 14 ans, plutôt 8. Comme la petite fille qui courait dans la maison de mes parents avec son sac à dos encore sur le dos parce qu'elle pensait que les grands-parents étaient les personnes les plus sûres du monde. Je me suis assise au bureau de Daniel pendant qu'il étalait les papiers. Transfert de fiducie. Retrait de l'autorité cérémonielle. Contrôle de la fondation. Contrôle de la maison. Mes parents auraient toujours de l'argent. Ils auraient toujours un endroit où vivre. Ce n'était pas une vengeance. Cela comptait pour moi. Je ne voulais pas les détruire. Je voulais juste qu'ils soient trop loin pour continuer à apprendre à ma fille à douter de son appartenance. Daniel a glissé une dernière page vers moi. Une recommandation de l'avocat de la famille. L'ancienne maison pouvait rester dans le trust. Les bourses pouvaient rester au nom de la famille. Mais mes parents n'accueilleraient plus les fêtes. Plus de dîners commémoratifs. Plus de portraits de Noël arrangés par ma mère. Plus de discours de mon père sur l'héritage et le sang et ce que la famille se devait à elle-même. Pendant des années, j'ai cru que gagner signifiait enfin les amener à nous inclure. Une invitation de plus. Une photo de plus. Une chance de plus. Maintenant, je comprenais autre chose. La seule façon de protéger Lily était de cesser de demander aux gens de l'aimer qui avaient besoin qu'elle le mérite d'abord. J'ai signé chaque page. Ma main n'a pas tremblé. Daniel m'a regardé une seconde. Puis il a dit, ton grand-père aurait été fier de toi. J'ai failli dire non. Ce vieux réflexe, celui qui voulait encore argumenter pour moi. Au lieu de cela, j'ai regardé Lily endormie sur le canapé. Puis j'ai dit, j'espère que tu aurais été fier d'elle. Daniel a hoché la tête. Il l'aurait été. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, j'ai apporté la photographie fissurée dans la cuisine. Notre cuisine. Petit mur jaune, une bosse sur le réfrigérateur depuis que Lily l'avait frappé avec une trottinette quand elle avait 6 ans. Toute la pièce sentait légèrement la cannelle, car j'avais fait du pain aux bananes ce matin-là avant que nous allions chez mes parents. À l'époque où je pensais encore que le pire qui puisse arriver ce jour-là était un autre déjeuner gênant. J'ai sorti la photographie du cadre. Mes mains étaient prudentes autour du visage de Lily. Puis j'ai plié la photo une fois, juste à travers l'espace vide entre nous et eux. Pas en colère, juste exact. J'ai mis mes parents et les autres dans une pile. Puis j'ai gardé la partie avec moi et Lily. J'ai trouvé un autre cadre dans le placard du couloir. Bois noir bon marché, un coin ébréché. J'ai mis notre moitié de la photo à l'intérieur et je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine.
Lily est arrivée quelques minutes plus tard, se frottant les yeux. Elle a regardé le nouveau cadre, puis moi. Elle a dit, qu'est-ce qui est arrivé au reste? J'ai pensé mentir, dire que ça s'était cassé, dire que je l'avais jeté par accident. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, je ne veux pas que tu grandisses dans une image qui te demande de rester au bord. Elle m'a regardé une longue seconde. Puis elle a grimpé sur mes genoux, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Son visage pressé contre mon épaule. Et très doucement, elle a dit, d'accord. Dehors, mon téléphone continuait de vibrer. Ma mère, mon père, des messages vocaux, des SMS, de longs messages sur les malentendus et la famille, et comment nous faisions une terrible erreur. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Pour une fois, je les ai laissés attendre. 3 jours plus tard, mes parents sont venus chez moi. Pas ensemble. Cela m'a surprise. Ma mère est venue la première. Elle se tenait sur mon porche, tenant un plat de casserole couvert de papier d'aluminium, comme si elle pensait pouvoir apporter son ancienne version d'elle-même dans ma cuisine et que je la laisserais faire. Quand j'ai ouvert la porte, elle avait l'air plus petite. Son rouge à lèvres était barbouillé. Son manteau boutonné de travers. Pendant une terrible seconde, tout ce que je voulais, c'était arranger ça. C'est ça, les filles. Même après tout, une partie de vous veut toujours tendre un mouchoir à votre mère et dire que ça va. Elle a regardé au-delà de moi dans la maison, la petite table de cuisine, Lily faisant ses devoirs dans la pièce d'à côté. Le nouveau cadre noir sur le rebord de la fenêtre avec seulement nous deux dedans. Puis elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je n'ai jamais voulu que ça tourne ainsi. Je l'ai cru. C'était le pire. J'ai cru qu'elle n'avait jamais rien planifié. Elle avait juste laissé faire, encore et encore, jusqu'à ce qu'il y ait une ecchymose sur le visage de ma fille et une phrase en elle qui prendrait des années à disparaître. Je n'ai pas laissé ma mère entrer. Je suis sorti sur le porche et j'ai fermé la porte derrière moi. Il y avait des carillons éoliens sur le porche du voisin. Un chien aboyant 2 maisons plus loin. Ma mère tordait le bord du papier d'aluminium autour du plat de casserole jusqu'à ce qu'il se déchire. Elle a dit, votre père est dévasté. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle. Mais parce que, dévasté, était un mot si étrange pour un homme qui avait passé toute sa vie à croire qu'il décidait qui comptait. Puis la voiture de mon père s'est garée dans l'allée. Il est sorti trop vite. Comme s'il fonctionnait encore selon les vieilles règles où entrer bruyamment comptait comme une autorité. Il s'est avancé vers nous. Il s'est arrêté quand il a vu la porte fermée derrière moi. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis il a regardé la fenêtre. Le cadre noir sur le rebord. Lily à l'intérieur. Et tout son visage a changé. Il a dit, très doucement, elle a enlevé la photo de famille. Pas notre fille. Pas Lily. Elle. Toujours. Je l'ai regardée. Puis ma mère. Et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre des années auparavant. Il ne voulait pas de pardon. Il voulait un accès. Un accès à l'histoire où ils étaient toujours le centre et nous nous tenions au bord, attendant d'être invités. Les yeux de mon père se sont soudainement remplis de larmes. Il a dit, vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre petite fille. C'était ça. Petite fille. Enfin. Le bon mot. Trop tard. Lily est venue à la fenêtre. Elle se tenait là, en chaussettes, son livre de maths contre la poitrine. Elle a regardé mes parents. Puis elle m'a regardé. Je lui ai souri. Petit. Stable. Et elle m'a rendu mon sourire. Puis elle s'est éloignée de la fenêtre. Mon père a fait un bruit quand elle a disparu. Un son terrible et brisé. Il s'est assis lourdement sur la marche du porche et s'est mis à pleurer. Vraiment pleurer. Le genre qui plie un homme en deux. Ma mère s'est assise à côté de lui. Pour la première fois de ma vie, ils avaient exactement l'air de ce qu'ils m'avaient toujours fait ressentir. De l'extérieur, regardant à l'intérieur. Je suis resté là, la main sur la poignée de la porte, et j'ai réalisé que je ne voulais plus d'excuses. Je ne voulais même plus qu'ils comprennent. Je voulais que ma fille grandisse dans une maison où elle n'aurait jamais à se demander si elle était de la vraie famille. Alors j'ai dit, vous devez partir.
Mon père m'a regardé. Son visage était humide. Il a dit, s'il vous plaît. Et j'ai dit, non. Pas cruellement. Pas fort. Juste clairement. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai fermé la porte à clé. Cette nuit-là, Lily est venue se blottir dans mon lit avec la nouvelle photo encadrée dans ses mains. Elle l'a posée sur la table de chevet. Puis elle a dit, « Maman ?» J'ai dit, « Quoi ?» Elle a touché le bord du cadre avec un doigt. Puis elle a dit, « Je pense que celui-ci semble plus réel. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si vous avez déjà passé des années à essayer de gagner une place dans une pièce qui s'éloignait de plus en plus de vous, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Les gens qui vous font prouver que vous appartenez ne sont pas ceux qui décident si vous le faites. Abonnez-vous et restez si vous voulez lire des histoires comme celle-ci. Et s'il y a quelqu'un dans votre vie qui a toujours l'impression d'être en marge du tableau, c'est peut-être la semaine pour vous rapprocher et lui faire de la place.